Vous en avez marre de faire du sport seul? Votre coéquipier préféré n'est plus disponible aussi souvent que prévu? J'ai la solution. Je suis ravie de vous parler de Smatchy, une application mobile qui vous connecte avec d'autres sportifs près de chez vous. Que vous soyez amateur ou sportif confirmé, Smatchy propose des fonctionnalités pensées pour vous. Un algorithme qui vous connecte avec des personnes partageant votre pratique, ou bien la possibilité de rejoindre ou d'organiser vos propres événements. Alors si vous avez envie de sortir de votre routine, de rencontrer de nouveaux partenaires ou simplement de rester motivé dans votre pratique sportive, téléchargez Smatchy dès maintenant. Petit bonus, c'est 100% gratuit. Disponible dès maintenant sur l'App Store et le Google Play Store. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, et si l'aventure commençait au premier coup de pédale? Aujourd'hui, je reçois Axel Carion, l'homme qui a parcouru 5 tours de la Terre à vélo, gravi l'équivalent de 200 Everest en dénivelé et dormi plus de 120 nuits à la Belle Étoile. Pionnier du gravel et ultracycliste d'exception, il incarne le voyage lent et le dépassement des limites. Son livre Le Monde à vélo, chez Casa Édition, est une bible pour tous les aventuriers modernes. Axel, bienvenue dans Parlons de votre mental. Salut Sébastien, merci de me recevoir et de m'accueillir sur le podcast. Écoute, avec un grand plaisir. J'en profite également pour indiquer à nos auditrices et nos auditeurs que bon, s'ils aiment cet épisode, qu'ils n'hésitent pas à comment dire, nous donner des fourmis dans les jambes et laisser un avis étoilé sur Apple Podcasts et Spotify, et puis qui peuvent suivre l'aventure du podcast, te suivre aussi sur tes réseaux bien évidemment, sur Instagram, TikTok, LinkedIn, pour voilà, encourager le podcast et aller découvrir aussi toute la panoplie d'invités que j'ai eu jusqu'à présent, puisqu'on en compte aujourd'hui un peu plus de 200, venus de divers horizons très variés, des athlètes, des artistes, des entrepreneurs, ce qui fait un peu la richesse des interventions. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Je t'ai fait une présentation succincte, mais est-ce que tu pourrais rajouter des choses qui te viennent? J'ai 39 ans, un fils bientôt d'1 an. Je me définis comme un explorateur à vélo, passionné par le voyage. Et j'espère pouvoir avoir cette définition jusqu'à la fin de mes jours, puisque c'est une passion qui m'anime depuis pas mal d'années et que j'ai découvert finalement assez tard. Mais je pense que j'ai trouvé ma voie avec le voyage à vélo. Et du coup, tu arrives à continuer à voyager avec ton petit bout là de 1 an? J'arrive à voyager parce que j'ai une femme formidable et on a un contexte familial qui est très particulier. Mais c'est sûr que mentalement, ça ajoute quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Et l'essentiel sur ce type de vie, c'est d'arriver finalement à aménager sa vie personnelle pour pouvoir laisser la place à ce type de projet. Ça fait partie quelque part du travail d'explorateur. Moi, je suis sur le vélo. Par définition, c'est la partie la plus facile. Parce que ça veut dire que tout le reste de l'édifice de ma vie tient le coup et est prêt pour des voyages engagés. Puisque je pars pas entre guillemets à l'arrache et sans préparation, il y a plein de paramètres un peu masqués aux yeux du public qui sont essentiels et des paramètres à remplir pour pouvoir partir. Bon, on reviendra dessus, hein. De toute façon, je suppose que dans ces paramètres, il y a aussi la dimension mentale qui rentre en considération, puisque voilà, pour accomplir n'importe quelle performance, en fait, il y a toujours une systémie avec différents éléments à mettre, en tout cas à entraîner, ou alors des choses aussi à accomplir
d'un point de vue purement logistique pour pouvoir réaliser une performance. Donc ça passe toujours par là. Donc je suppose que tu as dû aussi analyser la systémie aussi de tes accomplissements pour pouvoir mettre les briques bout à bout pour optimiser et réussir entre les ambitions que tu te fixes dans chaque parcours. Alors, je l'ai pas fait au départ. Pour remonter un peu dans l'histoire, moi, ça fait 14 ans que je fais du voyage à vélo de manière un peu engagée sur des voyages longs. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui nous écoutent? C'est des voyages qui font généralement plus de 1000 kilomètres en autonomie, donc avec le transport de ta cuisine, ta chambre à coucher, ton dressing, tout sur le vélo, et que tu te débrouilles de faire une traversée d'un point A à un point B, qui a une notion d'autonomie, d'engagement physique et mental. Mais j'ai mis du temps, plusieurs années à justement revenir sur mes premiers voyages pour comprendre à la fois les motivations, les ressources qui m'ont permis de pouvoir réaliser ce type d'expédition, parce que en 2011, c'est la date de mon premier voyage à vélo. J'avais fait vraiment 0 kilomètre en vélo. J'avais fait l'expérience que la majorité des gens ont eu avec un vélo quand ils étaient gosses, quoi, c'est-à-dire le tour de VTT ou avec un vélo avec des roulettes, mais j'avais pas parcouru des longues distances. Donc j'étais pas du tout prédisposé à pouvoir réussir cette grande expédition qui faisait plus de 1200 kilomètres à l'époque, en Slovaquie, en Ukraine, en Roumanie, en Moldavie. Mais je suis revenu sur l'expérience en la répétant, en fait. C'est la répétition du voyage, la répétition du défi, dans des lieux bien sûr différents, qui m'ont permis quelque part de me donner des portes d'accès vers la compréhension d'éléments que tu es en train d'évoquer, quoi. Le podcast commence toujours par un portrait chinois. Donc je t'ai préparé 4 questions pour ce petit portrait chinois. Après d'aborder des thématiques un peu plus en lien avec du coup le mental, cette dimension, et puis ton parcours, ton livre, tes 14 années en tout cas d'aventure à vélo. Première question, si t'es OK, si ton vélo était un animal, quel animal serait-il? Le vélo, ça serait un condor. C'est l'image qui me vient en tête, parce que c'est comme ça que j'envisage en fait le voyage. Pour moi, c'est un moyen de déplacement qui est très terrestre, qui est pas du tout aérien, mais ça permet de pouvoir rejoindre des points aériens, et c'est comme ça que j'envisage le voyage. C'est-à-dire qu'il y a, au-delà des défis et au-delà des cols et de la performance, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir essayer de rallier des cimes pour disposer d'un point de vue particulier, et de pouvoir également rencontrer des gens dans des endroits particuliers, parce qu'ils sont difficiles d'accès par définition. Parce que les montagnes, c'est l'inverse des plaines. Les plaines, généralement, c'est là où l'humanité se rassemble, proche des cours d'eau d'ailleurs. Là où les cimes, c'est l'inverse. C'est souvent les montagnards, c'est un peu les peuples durs. C'est les peuples qui vivent à la dure et qui vivent dans des conditions très difficiles. Et j'aime beaucoup avoir ce point de vue-là. Je pense au condor, parce que le condor, c'est un peu ce rôle qu'il a dans la cordillère des Andes. Généralement, quand on le voit, déjà, c'est un signe prodigieux de bon augure. Et quand on le voit dans le ciel, il gravite très souvent de manière circulaire en suivant les courants, et il dispose d'un point de vue finalement que peu d'humains ont. Et moi, c'est ce que je recherche dans le voyage, c'est aller chercher ces points de vue-là et cette compréhension du monde. Si l'ultracyclisme était une musique, quelle musique choisirais-tu? Je mettrais Paganini. Si tu connais le violoniste du diable, c'est comme ça qu'il était surnommé. Il y a un film d'ailleurs sur ce violoniste extraordinaire, Niccolo Paganini, ouais. Je mettrais cette musique-là parce que c'est à la fois, il a révolutionné les codes à son époque en jouant d'une manière endiablée, et c'est ça d'ailleurs qui a fait sa renommée. Il a utilisé un instrument qui était très conventionnel, le violon, et il a joué des partitions qui étaient non conventionnelles. Et l'ultracyclisme, c'est un peu ça. C'est un sport qui est basé sur du conventionnel, avec le vélo de route notamment, et le format un peu du Tour de France, mais avec une partition qui est un peu iconoclaste. Je mettrais Paganini, ouais, sur l'ultracyclisme. Si tu devais emporter un seul objet en bivouac, à part ton vélo, lequel tu amènerais avec toi? J'aurais pas répondu à cette question de la même manière il y a un an, mais aujourd'hui, ce serait une photo de ma famille, de Barbara et de mon fils Jules. Et une amulette qui permet de recharger mon énergie quand je suis au bivouac. Une quoi t'as dit? Une amulette. Et du coup, c'est quoi, c'est une pierre que tu recharges, c'est ça? Une amulette, non, c'est un terme que j'utilise
et qui est une stratégie que j'ai sur les expéditions. C'est un objet dans lequel je vais chercher une ligne de force pour comme un ancrage, quoi. Et j'ai plusieurs amulettes généralement sur mes voyages. Ça peut être une photo, ça peut être pour les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube une écharpe. J'ai une écharpe que j'ai trouvée un jour sur une grande expédition que j'ai réalisée en 2019 et qui m'a suivi ensuite partout, que j'ai trouvé sur le sol et qui est venue à moi à cette époque-là, à plus de 4000 mètres d'altitude, et je la transporte pour me souvenir de ce voyage et en même temps pour me donner de la force sur d'autres expéditions. C'est la notion d'amulette, pour moi, c'est ça. On parle, ouais, d'ancrage, quoi. C'est ça. Mais avec ce côté objet précieux, c'est-à-dire que ça se matérialise. L'amulette, c'est un matériau, c'est-à-dire que ça peut être une photo, ça peut être une écharpe, ça peut être un objet que tu peux utiliser dans ton quotidien, dans lequel il y a vraiment une symbolique très particulière. Ton aventure idéale était une couleur. Quelle couleur serait-elle? Je vais citer une couleur qui m'a marqué et que je retrouve, enfin que j'aime à retrouver quand j'y retourne, quand j'ai l'occasion d'y retourner. Ça serait un violet très léger, légèrement dégradé, parce que c'est une couleur que j'ai rencontrée dans la Cordillère des Andes, au Paso Sico, pour les personnes qui ont des cartes accessibles ou qui peuvent regarder sur les outils informatiques pour le trouver. C'est au Chili. C'est un col à plus de 4000 mètres d'altitude, au cœur de la Cordillère des Andes, au pied duquel il y a un très grand salar, un désert de sel. Et j'ai le souvenir en fait de cette Cordillère des Andes là, avec des reflets presque violets sur les roches. Donc ça serait cette couleur-là, parce que je la retrouve de temps en temps dans d'autres univers géologiques et j'aime la chercher. Écoute, je t'avais préparé ces 4 petites questions là pour, en guise de warm-up un petit peu pour, rentrer, dans les questions thématiques. Là, on va aborder un petit peu, on va alterner, hein, technique, anecdote, philosophie. On va commencer par, tout ce qui est, ton parcours et tout ce qui peut être de l'ordre, du dépassement. Donc 14 ans d'ultracyclisme, à quel moment, tu fait basculer dans ce mode de vie, en fait? Est-ce qu'il y a un point de déclenchement, à ces 14 ans, finalement, d'aventure? Alors il y a plusieurs pivots. C'est facile de les décrire maintenant parce que tu reviens en arrière sur quelque chose que tu as vécu, donc quelque part tu mets enfin tu trouves une chronologie qui est plus simple que lorsque tu es en plein dedans, quoi. Mais je citerai 2 points pivots. Le premier, c'est 2011, mon premier voyage. La première fois que je monte sur un vélo pour aller traverser plusieurs pays, dormir chez l'habitant pour la première fois, me retrouver en autonomie dans des endroits qu'on juge un peu hostiles en Occident. Et le deuxième point de pivot, c'est 2015. C'est-à-dire de 2011 à fin 2014, je répète la même expérience, enfin pas la même, mais la même typologie d'expérience que 2011. Des voyages un peu plus longs, un peu plus loin, un peu plus engagés, jusqu'à 2015, où je pars traverser l'Amérique du Sud, de la Colombie jusqu'à l'Argentine, donc de Carthagène des Indes jusqu'à Ushuaia, où là, clairement, c'est le moment de bascule qui me permet après de vivre de ma passion du voyage à vélo et puis de l'organisation d'événements qui vont me permettre de partager cette passion-là avec le Biking Man. C'est ces 2 grands points pivots là, ouais. Du coup, tu dis vivre de ta passion, du coup, comment tu finances tes voyages? C'est tu des sponsors qui te suivent? Comment tu gères un peu? De la même manière finalement que les explorateurs du début du siècle, c'est assez banal ce que je vais dire, c'est par tout un tas de dispositifs qui vont permettre de faire en sorte de mener à bien le projet. Donc ça peut être un sponsor, ça peut être un partenaire qui t'apporte quelque chose en nature dont tu as besoin, qui te permet d'éviter de le payer. Ça peut être de la presse. J'écris en tant que pigiste journaliste pour plusieurs magazines français et internationaux sur le voyage. Ça peut être de l'édition avec le livre que tu as évoqué en début d'entretien. Ça peut être par de la vidéo avec des documentaires. Ça faut être un couteau suisse aujourd'hui encore plus qu'hier. Et je pense que les gens qui nous écoutent le savent parce qu'on est au quotidien, je dirais abreuvé de contenu et d'histoire. Et les mécènes se font rares, pour paraphraser un explorateur que j'ai beaucoup aimé lire, qui s'appelle Nicolas Gégère. Et donc il faut, pour vivre de sa passion, apprécier dans le sens comprendre la notion de souffrance. Puisque la passion, l'étymologie du mot passion, c'est une capacité à gérer la souffrance. On a tendance à mettre des lettres de noblesse un peu poétiques
sur le fait de vivre de sa passion comme si c'était quelque chose qui est dénué de souffrance et d'effort, alors que c'est l'inverse. Quelqu'un qui vit d'une manière passionnée, et moi je l'ai compris très tard, dans mes 39 ans d'existence, c'est la différence entre quelqu'un qui vit de sa passion et quelqu'un qui ne vit pas encore de sa passion, c'est sa capacité à produire un effort encore plus important que dans une vie dans laquelle tu vis pas de ta passion. Par définition, il faut être en capacité de souffrir encore davantage, d'être en capacité de résister à de la douleur. Ça peut être physique, ça peut être mental, lié à l'effort que tu dois produire. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un corps en bonne santé, d'avoir un mental a priori encore sain, si je suis pas encore fou, et qui me permet finalement de dépenser beaucoup d'énergie pour arriver à vivre de cette passion et de cette capacité finalement à produire des efforts et produire une énergie qui doit être, encore une fois, aujourd'hui plus qu'hier, faramineuse. Parmi tes 200 Everest gravis, hein, comme je l'ai évoqué dans ton introduction, ta présentation, lequel t'a le plus marqué mentalement? Là-dessus, j'ai aucune hésitation, c'est le col de l'Uturuncu, en Bolivie, qui est un sommet que tu peux gravir en vélo, donc sur le vélo, hein, pas à pied en portant ton vélo, tu peux être sur le vélo jusqu'au sommet et tu peux grimper à 5800 mètres d'altitude, qui est la piste carrossable actuellement connue, la plus haute du monde. Et c'est clairement celle qui m'a le plus marqué parce que je vais faire un parallèle avec un univers qui est opposé en termes de dénivelé, mais qui est très proche, je pense, d'un point de vue mental, c'est la plongée sous-marine. C'est que pour gravir ce type de col, tu es obligé de couper toutes les lumières en fait. Hein. Tu es obligé d'éteindre toutes les lumières du corps pour essayer de conserver la petite veilleuse qui va te maintenir en vie pour arriver en haut. Parce que l'altitude te démunit et l'altitude te prive de la majorité des ressources dont tu peux disposer pour arriver au sommet, notamment l'oxygène pour les cyclistes. Et en bivouac, pardon, euh, relativement incroyable à nous parler, ou la plus flippante? L'une des plus extraordinaires, je vais citer encore la Bolivie. C'était en octobre 2024 où j'ai eu la chance d'emmener un ami sur une exploration en Bolivie où on allait traverser en fait tous les déserts de sel sur la route du lithium, comme j'aime l'appeler, parce que on a traversé en fait une des zones les plus importantes en termes de ressources de lithium de la planète, de La Paz, capitale de la Bolivie, jusqu'au sud-ouest du pays, et on a eu un bivouac un soir dans le désert du Uni, qui est le plus grand désert de sel de la planète, où on a privatisé une île. C'est un gros mot, mais on s'est retrouvé sur une île qui fait à peine 60 mètres de long, et on s'est retrouvé à bivouaquer avec le coucher du soleil d'un côté et l'arrivée de la lune, avec les deux astres qui se croisent, et puis dans un endroit qui visuellement est décapant, quoi, parce que ça ressemble à aucun univers géologique qu'on peut connaître en Europe occidentale. Bon, on va parler de gravel et un peu de technique. Pourquoi tu as choisi spécifiquement un gravel plutôt qu'un VTT pour l'aventure? C'est une très bonne question. Alors moi, à l'origine, je viens, enfin j'ai fait mes armes entre guillemets et mon école sur ce qu'on appelle une randonneuse, un VTC, un vélo tout chemin qui permet de transporter beaucoup de matériel avec des sacoches. Et j'ai migré petit à petit sur le gravel, notamment en 2016, parce que pour moi c'est un vélo de voyage ultra léger, dernier cri entre guillemets, et qui permet de pouvoir voyager plus loin, plus longtemps avec moins d'efforts. Je suis pas opposé au VTT, hein, moi je suis pratiquant du vélo au sens large, parce que j'ai fait des grandes expéditions en vélo de route. J'ai fait des grandes expéditions en vélo de gravel. J'ai traversé une fois l'Amérique du Sud en gravel. J'ai l'année dernière traversé les États-Unis en gravel, mais j'ai également fait des grandes expéditions en vélo de route et en VTT. En VTT, je suis allé traverser la piste Ho Chi Minh, du Laos au Vietnam, qui fait plus de 2000 kilomètres. C'était un VTT semi-rigide. Donc c'est pas que j'ai une préférence pour le gravel par rapport au VTT, c'est juste que c'est les trois machines, route, gravel, VTT, sont des machines qui sont dédiées à des usages et des périmètres de réseau finalement. Euh, Plus on va sur le VTT, plus on peut aller sur du réseau, à mon sens, dégradé et peu entretenu par les humains, à l'inverse du vélo de route, qui est un vélo qui est prévu, conçu, optimisé pour des axes routiers en bon état. OK. Est-ce que tu as un setup idéal pour tes voyages de 1000 kilomètres? Bah, je dirais que le vélo de prédilection, c'est ce qu'on voit en fond là, en fond d'écran.
c'est des gravels parce que c'est ce qui permet de passer presque partout. C'est un peu le vélo couteau suisse pour aller faire de la route sans être trop lent, de la piste, pas trop engagée, et parfois sur des durées pas très longues de la piste un peu engagée format VTT, quoi. C'est mon mulet, c'est là-dessus que je roule le plus en termes de kilométrage. Donc c'est un vélo pour les gens qui nous écoutent et qui découvrent cet univers, c'est un vélo qui fait tout équipé avec des sacoches pour partir en autonomie moins de 20 kilos. Donc c'est assez léger si on compare ça à quelqu'un qui a un vélo électrique par exemple avec des batteries. Le vélo électrique peut faire entre 17 à 25 kilos sans sacoche. Toi, t'as pas de batterie électrique sur ton vélo? Elle est là. Pour l'instant, j'ai encore le cœur qui fonctionne très très bien et j'utilise au maximum l'énergie métabolique. J'essaie de retarder le plus longtemps possible l'usage d'une assistance. Bordel, on va parler de mental et de résilience, hein, sur les questions à venir. Déjà, comment tu te prépares mentalement? Qu'est-ce que tu mets en place pour toi, pour ta préparation, pour tes aventures? Est-ce que tu fais rien de spécial? Bah, c'est une préparation qui a 39 ans d'histoire en fait. On a souvent tendance, parce que je l'ai fait à l'époque avant 2011, d'aller essayer de chercher des clés et des ancrages chez des gens qui sont différents de nous pour voir quelles sont les techniques qu'ils utilisent. Et finalement, c'est assez curieux, mais on utilise rarement l'introspection de ce qu'on a déjà vécu. On a tous vécu des choses extraordinaires, de la naissance, qui est, je pense, une des phases les plus extraordinaires de notre existence, au jour où on part finalement faire un grand voyage ou une grande expédition qui va nécessiter de mettre en œuvre finalement des capacités physiques et mentales. Donc moi, j'ai eu d'abord, pour m'élancer, une recherche d'inspiration et d'ancrage auprès d'autres explorateurs. Je peux en citer un, Alexandre Poussin, qui est un des plus grands marcheurs français de notre époque, qui a traversé l'Afrique notamment marchant avec sa femme. Donc j'ai lu ses livres pour aller puiser un peu ses clés et ses ancrages à lui. Ça a été vraiment la première phase avant de ensuite basculer sur une introspection, c'est-à-dire se dire quelles sont les ressources que j'ai en moi qui sont soit pas assez importantes pour s'élancer, soit peut-être trop importantes et qui peuvent amener des excès de confiance. Et ce travail-là, je le fais quasiment au quotidien en fait, hein, par des techniques très simples de me dire sur des expéditions, on parlait tout à l'heure de la Bolivie, là, il y a quelques instants, quelles vont être les conditions que je vais affronter en Bolivie, climatiques, topographiques, culturelles, pour essayer de les simuler dans un cadre francophone et pour essayer d'aller construire quelque part une résistance pour moins stresser l'organisme quand je vais me retrouver in situ en Bolivie. C'est très compliqué parce que, par exemple, c'est compliqué d'aller pédaler à 5000 mètres d'altitude en France. Donc ce paramètre d'altitude est pas facile. En revanche, typiquement quand il y a des conditions climatiques difficiles en France, je sais ce que c'est que de pédaler dans un orage, je sais ce que c'est que de pédaler sous une pluie torrentielle, je sais ce que c'est que de me retrouver sur une piste boueuse où je dois pousser mon vélo. Donc j'essaie de simuler en fait les conditions avant de partir, de manière à moins stresser mon organisme. Ça va être pour la partie, je dirais, topographique, et je vais avoir les mêmes quelque part stratégies sur le sujet alimentaire. Qu'est-ce que c'est que de se retrouver en déficit hydrique? Quelle sensation le corps va t'envoyer? Quelle alerte? Quel marqueur? De manière à les connaître, à les reconnaître, à te dire, OK, une fringale, manque déficit hydrique ou calorique, c'est ça. La peur, parce que j'ai manqué une chute, c'est ça. Et j'essaye quelque part d'aller, non pas faire tous les marqueurs potentiels parce que c'est impossible. En revanche, j'essaie d'en simuler le plus possible pour moins stresser mon organisme et mon cerveau quand la situation va se produire en expédition. Puis du coup, avec toutes les expéditions que tu as pu faire, t'as La panoplie est très large parce qu'effectivement sur chaque ça c'est la préparation avant expé, mais après sur tous les voyages, que ce soit le Venezuela dans la cordillère des Andes à 4100 mètres d'altitude sur le col du Collado del Condor, ou en Jordanie sur le chemin des Caravaniers quand je pédale sous le niveau de la mer, ou au Laos dans un orage de mousson. Tout ça c'est également des moments où tu peux être en pleine conscience pour accrocher un maximum d'informations, non pas fuir la douleur en disant tiens
mon refuge, il est là-bas et je ne vis pas le moment pour essayer de fuir la souffrance que je vis, mais au contraire, d'être conscient de ce qui se passe pour enregistrer ces conditions-là et dire, OK, je les ai traversées. Généralement, je réussis parce que je suis encore en vie. Je réussis à les surmonter pour, si je me retrouve dans un autre orage, dans un autre endroit du monde, je me souviendrai de cet épisode que j'ai réussi à traverser avec succès pour me rassurer et quelque part ne pas paniquer. En revanche, et là c'est une alerte que j'envoie aux gens qui nous écoutent, ça peut également amener un travers, c'est que ça peut éteindre quelque part la peur. Puisque tu viens te préparer sur tellement de conditions que face à des conditions extrêmes que tu as l'habitude de vivre, t'as plus peur. Ce signal-là, il s'éteint en fait dans ton cerveau. Et pour pouvoir pallier à ça, j'aime amener des gens. Et j'aime amener des personnes dans mon univers, notamment en Bolivie avec Grégory Girard, là, qui est un ultra cycliste, qui a fait pas mal de courses Biking Man et qui fait des exploits aussi avec moi, de manière à avoir cet effet miroir qui permet de se dire, ok, Grégory dans ces conditions-là, il a ressenti ça, là où moi je l'ai plus ressenti. C'est pas parce qu'il est faible, c'est parce que j'ai été en capacité d'éteindre ce signal. Auquel cas, ça permet de euh, aller à la fois de redescendre sur terre pour pouvoir, face à d'autres situations, peut-être envisager une gestion du risque qui va être différente. Bon, après, Voir ça comme un élastique en fait. Moi, je vois ça un peu comme un élastique. Quand tu fais des grandes expéditions, des grandes explorations, tu tires ton élastique et tu te formes. Mais quelque part, l'élastique, avant qu'il reprenne sa forme initiale, déjà, il la reprend quasiment jamais. Il va s'étendre. Mais ça veut dire que tu deviens plus résistant. Mais il faut être en capacité aussi de te dire, et ça, en fonction de ta condition physique, qui diminue généralement, en fonction de l'âge, elle s'améliore pas, faire en sorte de tenir compte de ton élastique qui s'élargit, mais qui peut se fissurer par endroits pour pas te briser, quoi. Parce que on a tous des limites et on va tous mourir et on va tous vieillir avant ça. Et il faut apprendre quelque part à rester en adéquation entre sa formation mentale et sa vieillesse, quoi. Et ma technique, c'est d'emmener des gens pour avoir un reflet, un miroir et apprendre également de leur comportement. parce que là où tu vois plus la peur, eux, ils la voient. Exactement. Donc, du coup, ça te permet de faire des allers-retours et de voir le chemin que tu as accompli aussi, parce qu'au final, si je résume un petit peu, dans ta préparation de tes voyages sur le plan un peu psychologique et mental, c'est être capable, bah, du coup, d'anticiper tout ce que toi, tu es en mesure de gérer. C'est-à-dire, et ensuite aussi d'anticiper tous les imprévus qu'il pourrait y avoir pour, rester pour, comment dire? Les anticiper et préparer, ton cerveau à les vivre finalement, et quand même te concentrer sur ce qui dépend uniquement que de toi, même si tu as des imprévus, qui t'arrivent en chemin. Tout à fait. C'est bien résumé, c'est-à-dire que à la fois je vais essayer de faire un inventaire, mais à la fois ça me ferme pas la porte vers la gestion de l'imprévisible. Parce que moi j'aime bien résumer ça avec une phrase que j'utilise souvent, faut être prêt pour l'imprévisible sur ce type de voyage, sur ce type d'explo. À un moment donné, il faut une base avec bien sûr un inventaire finalement de tes peurs pour aller parce que moi j'ai tendance à essayer d'affronter mes peurs les plus imminentes et les plus vives en priorité de manière à ce qu'après, tout le reste soit, du caractère de l'imprévisible et il faut conserver cette notion-là pour les gens qui nous écoutent. C'est pas, je fais un inventaire et puis avec ChatGPT, je vais répondre à toutes mes questions, et quelque part je serai, complet, puisque tu es jamais complet. En fonction des conditions que tu vas affronter, ton mental, de ta fatigue, tu auras toujours des paramètres où il va falloir s'adapter. C'est assez banal ce que je dis, mais il faut garder toujours en tête, en plus de sa préparation, cette faculté à s'adapter et à gérer l'imprévisible en limitant le stress. Et pour ça, je dirais que maintenant, avec le nombre de voyages et d'explorations et les centaines de milliers de kilomètres que j'ai parcourus, ce bagage-là, c'est une banque. C'est une banque énorme de savoir finalement que j'ai pu accumuler consciemment, mais surtout inconsciemment, parce que je pense que sur la partie imprévisible, il y a énormément de choses qu'on acquiert de manière intuitive, sur lesquelles on n'est pas capable de mettre des mots, mais qui sont là.
parce que c'est des apprentissages que tu as acquis, que ton corps a assimilés, mentaux, neuronaux, physiologiques, que tu peux pas expliquer, mais qui sont là et qui ont été construits. Cette base-là, je pense que c'est ce qui me permet aujourd'hui de gérer des situations d'imprévisibilité avec beaucoup de calme. Et plus je suis dans des conditions difficiles sur les expéditions, plus les conditions sont stressantes. Et là, je parle par expérience miroir avec quelqu'un qui m'accompagne sur une expédition. Plus il y a des situations délicates, plus je suis en capacité de réagir vite et de prendre des décisions qui vont être les meilleures en fonction de l'équation que je vais avoir, quoi. L'analyse algorithmique, elle se fait de manière de plus en plus rapide, en fait, pour pouvoir à la fois sauver la personne qui m'accompagne, pour pas la mettre en danger, et me sauver moi également pour qu'on puisse progresser. Des aventures où finalement, tu été solo? T'as peut-être pas forcément amené toujours des gens ou tu été solo par moment? J'ai été solo sur plusieurs expéditions, ouais. Comment tu gères la solitude pendant le temps de l'aventure, en fait, quand tu es solo complètement? Après tu es sans assistance, hein, je suppose, en plus? Comment tu gères cette solitude du coup Déjà en expliquant aux gens qu'on n'est jamais seul, parce que c'est un non-sens de dire qu'on part en solo. On aime bien utiliser le terme et les gens aiment l'érotisme qui se dégage de cette posture solitaire, alors qu'on est une espèce de réseau. On est une espèce animale qui ne sait fonctionner qu'en réseau. C'est bien une des particularités de l'espèce humaine, c'est notre capacité à fonctionner en réseau et fonctionner en collaboration et de s'entraider en fait. Et ceci, même si tu pars en solitaire et que tu es tout seul à pédaler sur ton vélo, tu jamais seul. Ton cerveau va travailler en permanence et c'est toutes les techniques d'ailleurs qu'utilisent les explorateurs solitaires. Là, je parle sous le contrôle de Kersozon, hein, mais je suis sûr qu'il est avec nous dans le podcast. Quand il est sur son bateau, il est jamais seul. C'est pas vrai. Ou alors il ment. C'est-à-dire que l'explorateur ou l'exploratrice aujourd'hui qui dit je pars en solitaire, je suis tout seul. Bon, c'est comme si à un moment donné tu pouvais imaginer dire une ineptie, je suis né tout seul. J'ai pas de parents quoi. J'ai pas de père, j'ai pas de mère, j'ai pas d'histoire. Or toutes ces connexions humaines, c'est un réseau. C'est une toile. Et chacun a sa toile d'araignée qui est très dense, parce qu'en fait, c'est juste une question de perception, vu qu'on vient a priori tous de la même base. Quand tu regardes le réseau humain, il y en a eu plusieurs milliards avant nous, et il y en aura plusieurs sans doute milliards après nous. Donc c'est une question pour la gestion, pour répondre à ta question, de se pencher finalement sur ce réseau-là. Mon réseau, c'est quoi? Qui sont mes proches? Qui sont ma famille? Qui sont les personnes importantes? Si on n'a plus de famille, puisque ça arrive malheureusement. Mais il y a toujours des gens autour de nous. On n'est jamais seul. Et l'important, c'est de se focaliser sur ces personnes-là pour arriver à progresser, parce que l'expérience d'être seul sur le vélo, mais accompagné en pensée, demande un travail qui est un peu plus important que lorsqu'on est physiquement à plusieurs. Quand on est physiquement à plusieurs, on n'a pas cet effort à produire, puisque par définition, tu as les réactions interpersonnelles entre les gens de la même expédition qui permettent d'éviter de penser finalement à son réseau interne. Mais cet exercice-là, j'encourage toutes les personnes qui ne l'ont jamais fait à le faire, parce que les deux exercices sont très intéressants. C'est beaucoup plus facile de partir, je trouve, en solitaire, parce qu'il n'y a pas la gestion de risque de la personne qui n'a pas votre expérience. Donc c'est un peu comme un enfant qu'on amène à faire quelque chose qu'il juge extraordinaire et impossible à faire. Il y a ce côté un peu formation et pédagogique, mais ça vient inhiber et masquer un peu ce travail que tu dois faire sur toi-même quand tu pars seul, pour comprendre finalement les personnes qui sont importantes pour toi dans ta vie. Et souvent, quand on est dans ce type d'expérience, on pense rarement aux personnes qu'on pourrait citer de prime abord, parce que les ressources qu'on va aller puiser dans son réseau de gens qui vont vous aider à progresser au quotidien, c'est pas forcément les personnes auxquelles on penserait spontanément. Mais on n'est jamais seul. En solitaire, t'es jamais seul, et toutes celles et ceux qui peuvent dire je pars en solitaire se mentent à eux-mêmes en fait. Ou alors ne veulent pas révéler la liste des personnes qui les ont poussés au quotidien. Encore plus aujourd'hui qu'hier grâce à la technologie qui nous accompagne, où on est en permanence en contact avec les réseaux sociaux, avec la communication instantanée à la vitesse de la lumière. On a des gens qui nous envoient des messages à l'autre bout du monde en un millième de seconde. Et on a cette capacité également d'interagir en temps réel. C'est vrai, on n'y pense pas à tout ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de frôler l'abandon sur une aventure? Non,
Renoncer, ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant. Et des gens qui t'ont accompagné, est-ce qu'ils ont dû à un moment donné, peut-être eux, Très bonne question. Ça s'est passé. Ça s'est passé, ouais, plusieurs fois. Parce que je suis parti très souvent en groupe. Oui, ça s'est passé en 2015, en 2017. Chaque année, en fait, et le Biking Man, quelque part, c'est aussi ça. Il y a des gens qui arrivent pas au bout, ouais, bien sûr, et qui se brisent mentalement. Ouais. Et c'est très dur d'ailleurs à observer. et du coup, comment tu les aides enfin, parce que c'est des gens que tu connais, que tu côtoies certainement, comment tu les aides à rebondir face à leur abandon finalement sur ce qu'ils s'étaient fixé, de t'accompagner jusqu'au bout, mais finalement, ils arrivent au bout de leurs limites certainement? C'est pas facile parce que là, le seul élément de conseil que je peux donner là-dessus, c'est le temps. C'est le temps, puisqu'en fonction de chaque personne, chaque individu va avoir sa manière de réagir vis-à-vis de l'échec et c'est clé. Et en fait, quand une personne échoue, on peut donner toutes les techniques que l'on veut là, comme on est en train d'essayer de le faire aujourd'hui. Ce sera pas sa technique à elle pour surmonter son échec. Et ça, il faut qu'elle la trouve. Et le seul moyen pour ça, que j'ai pu constater sur plusieurs années, c'est le temps. C'est que la personne fasse son propre chemin. Parce que j'ai vraiment, dans ces 14 ans de voyage, pu observer quelque chose qui finalement peu de gens peuvent observer dans leur quotidien, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui se brise mentalement. Physiquement il est en forme, il est vivant, il a ses deux bras, ses deux jambes, sa tête, mais mentalement il est brisé, c'est-à-dire qu'il peut plus avancer. C'est très rare de vivre ce type d'expérience, de voir des gens en fait qui, en apparence, n'ont pas de problème, mais mentalement sont démunis et sont plus capables de progresser alors qu'ils ont fait juste avant des choses extraordinaires. Et quand ça arrive, c'est très compliqué parce que le seul moyen pour que la personne fasse son chemin, c'est qu'elle là-dessus on peut juste l'accompagner et être à ses côtés. Et on peut pas faire grand-chose de plus. Les conseils qu'on pourra prodiguer à ce moment-là, la personne généralement va être complètement fermée. Elle n'entendra pas le message parce qu'elle aura dépassé ses limites. Et nerveusement parlant, c'est il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas un baume du tigre que tu vas pouvoir appliquer et d'un coup la personne va avoir la connexion neuronale qui va se réparer et ce stress qui n'est pas physique, il est neuronal, il est mental, il est dans le cerveau. Pour arriver à réparer ces connexions-là, c'est le temps. Il faut être patient. Il faut être patient, il faut être. Je fais un parallèle avec la vieillesse, avec le fait de l'action, si tant est que c'en est une, l'action inexorable de vieillir. C'est d'accepter que la personne soit un peu démunie et d'être à ses côtés, sans la juger. Du coup, avec le temps, est-ce que tu as des gens qui ont abandonné et qui ont avec le temps, beh, du coup, qui ont recommencé Bien et sûr, ouais. sont allés Ouais, au bout? bien sûr. Ça, et puis c'est une des beautés de ce type de voyage quand tu les partages, en fait. Parce que ça demande beaucoup de patience et en fonction des profils de gens, il faut un kaléidoscope de compréhension qui est très large. Que chaque personne a ses clés, chaque personne a ses failles. Et quand tu es Ironman, je dis pas que je suis Ironman, mais j'ai quand même une expérience maintenant constituée qui est assez importante. Et, et c'est compliqué de me briser mentalement. Par contre, le fait de voir des gens quelque part échouer, ça t'aide également, ça te nourrit pour arriver à comprendre les failles qu'elles ont et comment les amener à se dépasser. Parce que du coup, tu apprends également sur toi-même, parce qu'il faut faire preuve de patience, de résilience, de persévérance, de compréhension. Et c'est tout l'objet quelque part de partager ce type d'expérience, quoi. Pas de briser les gens, mais c'est justement d'aller essayer de chercher leurs limites, sans les dépasser, parce qu'une fois que tu passes de l'autre côté, ça peut mettre du temps à récupérer, quoi. Finalement, c'est pas un échec, c'est plus une expérience qui permet de progresser. Tout à fait, tout à fait. Oui, non, pour rassurer les gens qui nous écoutent, si un jour vous voulez que je vous emmène en explo, je vous emmène pas au carton pour vous faire exploser et après compter les années pour voir combien de temps vous revenez. Non, non, c'est un point important, notamment pour les personnes qui voudraient s'élancer sur ce type de défi ou de projet, c'est de faire attention. Puisque quand on bascule de l'autre côté et que on explose mentalement, pour l'avoir vu, c'est très dur, quoi.
d'observer une personne qui explose mentalement. Ce qui revient un petit peu à dire ce que je disais au début, c'est qu'il y a une systémie, pour, rendre la performance réalisable, c'est-à-dire, avoir les comment dire? Les éléments, physiques, techniques, préparation mentale, stratégie aussi pour aller au bout, il faut forcément une stratégie, nutrition, Et puis ça c'est propre à chaque personne. C'est-à-dire que faut également bien se pencher sur soi-même, bien se connaître pour aller chercher ces clés-là. Parce que c'est les clés d'Axel et les clés de Seb, c'est pas forcément les clés de Paul ou Jacques, quoi. Au contraire, ça va peut-être être des clés totalement différentes. et tout ça, ça se prépare et puis avec des, je veux dire, ça se prépare pas seul non plus, hein. Je veux dire, souvent on est accompagné par des spécialistes dans chaque, dimension pour pouvoir être, prêt, on va dire de manière, optimale. Après, on sait pas ce qui se passe quand on est, dans l'aventure, mais en tout cas, on s'est donné la chance de comment dire? D'aller vers une réussite si on est bien préparé, quoi. J'ai envie de de finir un petit peu l'interview par un peu la philosophie du voyage. Pourquoi tu défends, la lenteur comme un acte militant? Que je pense que de manière intuitive, la majorité de nos concitoyens, et je mettrais tout l'Occident dans ce panier, on ressent en ce moment une précipitation technique qui est liée aux outils que l'on utilise pour communiquer, qui est liée aux outils qu'on utilise pour travailler et pour produire. C'est vraiment suspendu, je trouve, dans les échanges interpersonnels humains aujourd'hui que le système va trop vite pour nous. Et c'est comme une forme de compréhension, parce que je pense que les gens le savent, qu'on est en train de devenir inutile. C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre que la technique nous a dépassés, et elle nous a dépassés depuis beaucoup d'années. Et la lenteur, c'est quelque part un appel quand on voit les gens, parce que quand vous avez la possibilité d'être plus lent sur quelque chose, c'est ce qui permet également de se rendre compte de la manière dont on vit. Et, et j'essaie de défendre cette lenteur, notamment avec le voyage à vélo, parce que c'est ce qui permet de prendre du recul sur sa vie, sur la manière de mener sa vie également. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui ressentent ce besoin-là aussi à cause de toute la technique qui nous entoure et des outils que l'on utilise au quotidien, qui ne font que nous précipiter, nous solliciter, nous notifier, nous commander. Et, euh, et c'est épuisant mentalement. Enfin, on le ressent. Moi, je sais pas si tu le ressens toi, Seb, mais dans les échanges quotidiens, je vieillis. Mais en 39 ans de vie, on a vécu l'époque avant les réseaux sociaux et avant l'instantanéité des communications qu'on a aujourd'hui, et l'époque d'après. Et il y a clairement, je trouve, une dégradation cognitive des relations interpersonnelles entre humains, avec un stress qui est appliqué sur le système neuronal des humains, qui est pas naturel en fait, et qui provoque des comportements de stress, de colère, d'anxiété, qui sont des comportements de réaction à, à quelque chose de non naturel finalement, qu'on n'a pas dans la vraie vie. Je fais le parallèle avec le voyage à vélo. Quand je me retrouve dans un village où il n'y a pas toutes ces communications perpétuelles et permanentes avec des gens qui sont notifiés de partout, comme quoi ils ont reçu du courrier, ils ont un commandement de payer quelque chose, un commandement de liker quelque chose et des injonctions perpétuelles et permanentes. Faut être fou, en fait, pour imaginer que les personnes du début du XXe siècle aient quelqu'un tous les jours, toutes les minutes, qui lui hurle à l'oreille, fais ci, fais ça, va là, va là. Or, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on a des outils qui n'arrêtent pas de nous notifier et de nous ordonner de faire des choses. Et, et cet éloge de la lenteur, c'est assez banal ce que je vais dire, c'est un moyen finalement de se déconnecter de cette technique-là et de se rappeler finalement de comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'espèce, sans la technique. Parce que le jour où la technique, elle tombe en panne, et moi c'est ce que j'aime trouver dans mes voyages, c'est aller dans des endroits où la technique elle marche pas très bien. Ça permet de se souvenir comment est-ce qu'on communique en tant qu'espèce et la beauté finalement de ce que ça représente. Parce que il se passe pas la même chose quand on est derrière un écran, comme là, que lorsqu'on est en Bolivie, en train de discuter avec une femme bolivienne d'un itinéraire qu'on essaie de suivre et puis de sa manière de vivre. Et il se passe pas la même chose. Et il se passera jamais la même chose. En présentiel, sans avoir un écran qui nous ordonne de faire quelque chose,
Il y a une communication qui se passe et qui fait de nous une espèce collaborative et qui sait fonctionner en réseau. Il y a un lieu qui a changé ta vision du voyage? Le Pérou. Le Pérou, c'est pareil, c'est banal ce que je vais dire. Toutes les personnes qui ont traversé ce pays en traversant l'Amérique latine résument souvent leur expérience en disant il y a un moment avant et un moment après le Pérou. Il y a un point de bascule. Parce que ce pays est tellement déjà gigantesque, parce qu'il fait plus de 3000 km de long, parsemé de montagnes, parce qu'il a une grande partie bien sûr de la Cordillère des Andes, qui est la plus longue chaîne de montagnes de la planète. Et à la fois, au-delà du relief, il y a une atmosphère humaine qui est très particulière, avec notamment dans les peuples des montagnes, qui est influencée également par une culture séculaire de l'ancien empire inca notamment, avec une forme de spiritualité et de fonctionnement avec la terre qui est, même s'ils sont précipités derrière les écrans comme c'est le cas pour nous, ils ont encore une connexion très terrestre. Et il y a quelque chose qui se dégage de ces montagnes, quoi. C'est clairement le Pérou que je citerai au sommet des endroits que j'ai pu traverser. Ouais. Ok, écoute Axel, un immense merci pour ce partage, hein, sans filtre. C'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec toi. Pour clore l'épisode, déjà, est-ce que tu aurais déjà une devise pour quelqu'un qui hésite à se lancer dans une aventure, même sur 50 km par exemple? Et est-ce que tu as une philosophie de vie, quelque chose que tu aimerais partager, qui te tient à cœur auprès des auditeurs et des auditrices pour voilà, qui retiendront finalement de ce podcast? Eh bien, je citerai Ibsen, un auteur que j'invite les internautes qui nous regardent de le rechercher sur le web. Et de mémoire, je vais paraphraser, mais ça doit être « Est-il vraiment utile de tenter le possible ?» C'est applicable à la fois dans le quotidien de nos vies, et je me l'applique également sur des expéditions. Parce que c'est, je crois, quelque chose qu'on a dans notre ADN en tant qu'espèce, encore une fois. On cherche en permanence à essayer de réaliser l'impossible, et c'est ce qui permet quelque part de survivre et de faire face aux défis. Dès lors qu'on ne fait que tenter le possible, donc quelque chose sur lequel on a la certitude qu'on va réussir, je pense que c'est là qu'on potentiellement risquer l'extinction, parce que finalement on ne produit plus aucun effort. Et dans un monde où actuellement, encore une fois, on est en train de migrer vers de l'hyper-technicité qui cherche à faire de nous des gens partisans du moindre effort, je suis de ceux qui pensent que c'est bien de s'exposer et c'est bien d'essayer de tenter son impossible. Écoute, merci Axel. Donc je rappelle aussi que vous pouvez retrouver Axel dans le monde à vélo chez Casa Édition, sur ses réseaux sociaux. Du coup, tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement pour tuer? Sur Instagram, Facebook et principalement YouTube, sur Axel Carion, tout simplement. Je suis beaucoup actif sur YouTube, notamment sur des tutoriels, parce que j'aime beaucoup la pédagogie et partager sur ces voyages. Donc les gens peuvent me retrouver sur ces 3 canaux, et puis j'ai un site internet bien sûr également, axelcarion.com, sur lequel j'écris des récits sur mes aventures et où je partage également des programmes de conférences que j'ai à l'année. Ok, écoutez, chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de vous abonner du coup au podcast, mettre des étoiles pour soutenir aussi l'aventure de Parlons de votre mental, et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, @parlons de votre mental. Bonne route à tous et belle journée à tout le monde. Merci encore Axel. Merci Sébastien. Free audio post-production by alphonic.com. Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que le témoignage de notre invité vous a inspiré et donné des clés concrètes pour développer votre propre résilience. Au cours des prochaines interviews, nous continuerons à vous offrir une boîte à outils complète pour transformer vos épreuves en tremplin vers le succès. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Pour continuer à progresser dans votre mindset, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes ou à me contacter directement. Ma porte est ouverte pour répondre à vos questions sur la préparation mentale. Je vous dis aussi à bientôt sur les réseaux sociaux du podcast pour de nouveaux contenus, quiz, défis mentaux et autres surprises, ainsi que la newsletter.
Souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres dès lors que nous choisissons de persévérer. Alors gardez confiance en vos rêves et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble.